les vents changeants. C'est vraiment la variable qui fait craindre le pire, des reprises de départ de feu dans des zones, pourquoi pas d'ailleurs, qui n'ont pas encore été touchées pour le moment. Ça aussi, c'est à craindre. Oui, oui, sur des feux qui font cette ampleur-là, une saute de feu, ça peut arriver très vite. Le vent propage, le vent soulève. Donc effectivement, d'un point de vue météo, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Pour autant, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a une sécheresse climatique, mais on a aussi une sécheresse dans nos organisations, dans la fluidité de nos moyens. Et ça peut aussi générer des frictions opérationnelles qui nous aideront pas. 1500 sapeurs-pompiers toujours sur place, appuyés, je le lis, par 450 engins qui sont toujours mobilisés. Ce sont des moyens à la hauteur de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer? Le vrai problème, c'est ce que j'essayais de dire plusieurs fois. Il ne réside pas uniquement dans les moyens dont on dispose, mais plus dans notre capacité à les articuler, les faire travailler avec fluidité, rapidité et simplicité. Ça peut... Et à ce niveau-là, on n'est pas encore dans une organisation optimale, selon vous? Ah bah, clairement pas. Enfin, je veux dire, le terrain est beaucoup plus intelligent que nos organisations. On le voit par des initiatives citoyennes qui nous dépassent de loin et qui sont ô combien nécessaires pour nous permettre d'avancer, d'être efficaces dans nos actions. Donc, c'est des sujets qui sont sûrs. Alors, qu'est-ce qui rend l'action inefficace ou pas assez efficace? En fait, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Et en général, quand une catastrophe prend une ampleur aussi importante, c'est qu'à un moment donné, dans notre raisonnement, on a minimisé certains aspects de notre organisation. Ça peut être tout simplement les modalités d'usage de certains moyens. Typiquement, pour utiliser les armées, il y a la règle des 4 I qui nous impose de vérifier que les matériels civils disponibles soient soit inopérants, inefficaces, inexistants ou indisponible, merci. Et donc du coup, on voit bien qu'on sait un petit peu anticiper ce qui peut nous faire sortir de nos usages ad hoc. Pour autant, dès lors qu'il s'agit de les mettre en place de façon concrète et rapide, ça bug. Avoir plus de canadaires, ça peut être intéressant, mais si on a un circuit de décision pour les mettre en œuvre, c'est des canadaires qui resteront cloués au sol. Et aujourd'hui, l'importance des moyens, elle réside plus dans notre capacité à les mettre en œuvre rapidement que dans leur puissance intrinsèque. Philippe Chuyan, bonjour et merci d'avoir patienté quelques instants. Vous êtes le maire sans étiquette donc de Montfort-sur-Argens dans le Var. Il y a eu cette accalmie ces dernières 24 heures. Pour la première fois en 2 semaines, aucun ordre d'évacuation ou de confinement n'a été donné dans le Var, dans votre commune qui plus est. Ça a été l'occasion de souffler un peu? Oui, tout à fait. On a soufflé là depuis hier. On a soufflé avec un vent qui soufflait en sud-est. Donc, qui a permis de repousser un peu le feu par là où il était passé quand le vent était en sens contraire, c'est-à-dire en nord-ouest. Voilà, les pompiers ont travaillé d'arrache-pied sur tous les points chauds. C'est un travail de fourmi qu'ils font là, sur un travail de petits pas qui est pas extraordinaire, qui est pas, je veux dire, qui se voit pas tellement, mais voilà, il faut un travail sur les lisières, sur le mouillage et c'est le travail de base quoi, qui doit être fait et qui doit nous permettre de retrouver un peu de sérénité, un peu de sécurité. Pour autant, on voit que les prochains jours sont à risque, ce Mistral qui pourrait se lever, cette inquiétude qui doit être prégnante chez vos administrés. Dans quel état d'esprit sont les habitants de votre commune? Écoutez, c'est un peu la lassitude. Tout le monde espère voir le bout du tunnel depuis plusieurs... Enfin, disons qu'à chaque fois qu'il y a eu une reprise, chaque reprise, on a pensé que c'était le bout du tunnel, mais ça, on a replongé dedans. Donc, effectivement, il y a un peu de fatalisme qui s'est installé. Mais aussi, il faut le dire, et ça, je veux être positif, moi, hein, c'est vraiment une grande reconnaissance envers les forces de sécurité, enfin, les forces de lutte contre l'incendie, qui ont quand même fait un travail admirable, même si, effectivement, il y a toujours des enseignements à tirer et une amélioration à avoir, mais c'est vrai qu'ils ont sauvé notre village qui était vraiment encerclé vendredi soir. J'ai cru que le village brûlerait. Hein. Donc là, ils ont été quand même. Ça a été rapide, quoi. Hein. Vous notez ce qui vient d'être évoqué en plateau par Jean-Baptiste Kahn. Alors, on jette pas le discrédit, bien sûr, sur les soldats du feu qui sont sur le terrain, qui donnent tout ce qu'ils ont, mais sur la chaîne de commandement. Hein, et je paraphrase un petit peu ce qui a été dit il y a un instant, et une organisation d'en haut qui est peut-être pas toujours adaptée à la réalité du terrain. Oui, bien entendu. On a des structures, des dispositifs qui sont peut-être faits pour des grands feux avec un vent constant pendant quelques jours et après ça s'arrête.
Et là, c'est vrai qu'on est dans une situation inédite, avec une végétation d'une extrême sécheresse, peut-être jamais inouïe, hein, peut-être jamais vue. Des vents tournants en permanence, voilà. Donc ça, c'est effectivement, ça demande peut-être une adaptation et voilà, que les systèmes changent et qu'on s'adapte à cette nouvelle donne, quoi. Pour revenir sur votre population, c'est vrai que j'y pensais, mais en fait, vous êtes en alerte permanente. Il y a eu cette accalmie hier, mais on peut imaginer que dans les têtes des uns et des autres, il y a toujours ce risque, il y a la pensée de demain. Ça joue, vous ressentez que ça joue vraiment pleinement sur le moral des uns et des autres? Oui, parce qu'on sent bien avec l'ampleur de la catastrophe, on sent bien qu'on est entré dans une nouvelle dimension et que rien ne sera plus jamais comme avant, je pense. Alors, rien ne sera plus jamais comme avant parce que d'une part, nos paysages sont transformés radicalement et ça fait vraiment ça change à l'extérieur, mais à l'intérieur des états d'esprit, quoi. Mais aussi parce que voilà, cette adaptation dont je parlais va être nécessaire ce que je veux dire, c'est que c'est pas il faut vraiment qu'on se mette en tête que, je veux dire, les déclarations du juste après doivent être vraiment des vœux pour la suite, pour l'avenir, quoi, qu'il faudra qu'on mette en œuvre, hein. Tant que la météo n'évoluera pas, vous serez sur le qui-vive? Là, oui, pour l'instant, oui. Bon, bon courage, évidemment. Un salut à votre population, parce que c'est intéressant de vous entendre, parce que c'est pas facile d'être maire d'une manière générale. On sait que c'est une situation, un poste d'élu local qui est mis à rude épreuve ces dernières années. Vous assumez pleinement vos fonctions dans ces conditions. On imagine que ça doit rajouter également à toute cette contrainte mentale qui est la vôtre ces dernières semaines aussi. Oui, moi je suis un jeune élu, si on peut dire comme ça, puisque je suis élu que depuis 4 mois. Et donc, oui, là j'ai cette épreuve, ce baptême du feu, à tous les sens du terme, est une formation accélérée, est une manière on comprend bien que les administrés, enfin les citoyens, les gens du village et des villages aux alentours sont en demande de gens qui sont sur le terrain, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à donner les informations les plus justes, à ne pas souffler sur les braises, à ne pas augmenter la paranoïa qui s'est installée, le doute des uns envers les autres, etc. D'apaiser voilà, et ensuite de réparer. Philippe Chuyer, merci beaucoup, maire de Montfort-sur-Argent, d'être intervenu sur CNews en direct ce matin. Judith, c'est important, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mis en avant le travail des maires, bien sûr qu'on met en avant celui des pompiers, des volontaires, des agriculteurs, de tous ceux qui se battent au quotidien, mais les maires de ces communes, qu'elles soient en Gironde ou dans le Var, là en l'occurrence, ils assument une responsabilité, un fardeau qui est celui des incendies. Ils sont le premier relais de leurs administrés et eux sont évidemment 24 heures sur 24 sur le qui-vive et en rapport avec ces Français qui leur demandent quelle est l'évolution de la situation et comment se passera demain. Oui, alors le paradoxe, c'est qu'à la fois, ils assument des responsabilités énormes et ils n'ont pas toujours les compétences, les pouvoirs et les attributions. Et la considération, je pourrais dire aussi. Oui, la considération, si. Les maires sont les élus les moins détestés, du sommet de l'État. La considération, oui. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage du maire qu'on vient d'entendre, comme dans celui de Jean-Baptiste, le pompier, c'est la connaissance du terrain, c'est la première condition de l'efficacité. Donc ce qui ne va pas, bien sûr, c'est l'éloignement, les décisions qui tombent d'en haut, les normes, les règlements. Concrètement, la difficulté à faire des pare-feux dans les forêts, des trouées, que ce soit pour des raisons politiques, parce qu'il a fallu céder aux écologistes pour obtenir un vote majoritaire à l'Assemblée sur autre chose. Tout ça étant l'enjeu de querelles qui donc a un très très lointain rapport avec la sécurité et la lutte contre les incendies, ça ne va pas. C'est vrai que cette déconnexion, on peut en parler dans différents domaines, hein, cette déconnexion entre ce qui se passe tout en haut et la réalité du terrain, ce sont des constats
qu'on fait ensemble quasiment au quotidien, Reda Belhadj. Et pour la police nationale, c'est le même constat, j'ai envie de dire. Oui, nous, on a un peu marre qu'on nous dise toujours la même rengaine, c'est qu'on navigue à vue, en fait. À chaque fois, selon les années, on a tel ou tel commandant de bord, mais à chaque fois, on navigue en eau trouble, et des fois, on a une tempête, il faut gérer la tempête, et là, c'est pas qu'il n'y a plus personne, c'est qu'on fait surtout avec les moyens du bord. Donc, on l'a connu on en parlait il y a quelques semaines avec cette canicule de 2003, qui 23 ans après a été, à mon sens, pas assez bien gérée, en tout cas. Mais voilà. Là, aujourd'hui, le côté positif, et je vais pas dire c'est ce qui nous reste, mais je sais que moi, tous les policiers ont un lien particulier avec les gendarmes et les pompiers, parce qu'on intervient tous les jours ensemble, que ce soit dans les quartiers difficiles, que ce soit pour le différend familial ou les violences sur le gars qui a tabassé sa femme. Et puis là, aujourd'hui, on a encore trouvé une nouvelle mission qu'on n'a pas l'habitude, nous, de gérer pour le coup, mais je pense qu'il faut mettre tous ces gens à l'honneur, que ce soit surtout les sapeurs-pompiers qui risquent leur vie tous les jours, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient militaires. On rappelle que 4 d'entre eux sont décédés depuis le début de cette Les gendarmes, les policiers, et puis il y a juste un moment où il va falloir, s'il vous plaît, réprimer ceux qui mettent les feux. Mais on va en parler tout à l'heure. Voilà, mais non, on va en parler tout à l'heure avec ces interpellations qui ont été communiquées hier, ce nombre de mineurs très important, bien sûr. Il faut être beaucoup plus répressif. Bien sûr. Puisque au bout de 20 ans, que ce soit les majeurs, les mineurs, ils comprennent pas, dans tous les domaines de délinquance et de criminalité, s'ils comprennent pas, au bout de 20 ans, il faut dire que la prévention ne fonctionne plus. Alors, faisons de la répression, et après, on fera une campagne de prévention s'il le faut. Puisqu'on en parle, peut-être une parenthèse rapide avec vous, Jean-Baptiste Kahn, et on a ces chiffres qui se réaffichent. On les a découverts ensemble hier en fin de matinée. 375 interpellations depuis le début du mois de juillet, dont 142 mineurs. On est à peu ou prou à 40% donc sur l'ensemble de ces interpellations qui concernent des mineurs. Alors, on est très loin des 14 000 potentiels auteurs de départs de feu, puisqu'on a 14 000 départs de feu depuis le début de la saison. Mais ça nous donne une photographie quand même de ce qui se passe. Et le nombre de mineurs donc, dans cette proportion est assez impressionnant. Est-ce que, pour aller un petit peu dans le sens de ce que nous disait Reda il y a un instant, bah oui, le côté répressif, a priori, ne fait pas ses effets, puisque ce sont des chiffres qui nous donnent une forme de vertige. Et on rappelle que 90% des incendies dans notre pays sont d'origine humaine ou parfois même volontaire. Alors déjà, je me joins à la parole qui vient d'être donnée sur les encouragements qui sont faits pour tous les acteurs du terrain, parce qu'effectivement, on a des incivilités qui peuvent émerger en dehors du cadre de la gestion des incendies. On le voit sur les inondations, sur des interventions beaucoup plus courantes. Moi, mon propos, il est plutôt de faire un petit pas de côté et de se dire que si effectivement les chiffres ne font qu'augmenter, c'est peut-être que le problème, il est ailleurs. Bien évidemment, il faut sanctionner les comportements déviants, négligents qui ne rendent pas service à la société. Pour autant, je pense... Et surtout faire peur à celui ou celle qui, demain, voudra déclencher un incendie. Et c'est en ce sens-là, moi, que je vais plutôt dans le sens de Reda Belhadj, que si vous ne dissuadez pas, si vous ne montrez pas que vous avez la main ferme et que pour un début d'incendie, je ne sais pas, vous faites 10-15 jours de prison, vous marquez le coup, une mesure symbolique forte qui fait que, si je me fais prendre, je vais quand même passer 15 jours à l'ombre. Vous faites payer les parents. Vous dites pour les mineurs, oui, en l'occurrence, mais même pour les majeurs, je parle de toute la population. Ça me paraît la condition vraiment minimum de la responsabilisation, c'est de faire contribuer les parents aux dégâts causés par leurs enfants. C'est dans la loi, il suffit de l'appliquer. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que j'essaie de porter comme parole au travers du syndicat, c'est que effectivement, le courage des intervenants sur le terrain qui sont confrontés à des menaces réelles, effectivement, il peut être aidé par des mesures de prévention, de dissuasion même, pour le coup, ce que vous êtes en train d'évoquer, mais il ne doit surtout pas devenir un alibi, ce courage individuel qui est porté par tous ces acteurs de la sécurité civile, parce que c'est quand même plusieurs métiers. Il ne doit pas masquer le courage collectif qui doit nous obliger à se poser des questions sur quelle société on est en train de construire, quelles sont les priorités qu'on se donne sur le plan éducatif. Nous, sur la partie du secours, on met en place tout un tas de plans qui visent justement à sensibiliser dès le plus jeune âge tous les citoyens de façon à ce qu'ils soient opérants dans le cas de crise. Et on se rend compte que passer ces effets d'annonce, ça vient finalement un petit peu comme un jeu de Mikado, faire bouger toutes les lignes de la société, et on finit par se dire on va noyer ça dans un problème collectif, ou plus facilement, et c'est malheureusement ce que je crains, on vient individualiser un problème qui est d'ordre systémique. On reparlera en tout cas
On accusera le pyromane, mais c'est pas le pyromane qui fait que son étincelle devient une catastrophe nationale. Ça, c'est tout le système qui le déclenche. On est d'accord, mais bon, sans le pyromane, il n'y a pas de feu non plus. J'entends votre propos, mais on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, je le disais, et on ira notamment à Amélie-les-Bains, où la maire a pris cette mesure de couvre-feu contre justement des incendiaires mineurs qui ont mis le feu à des installations municipales ces derniers jours. La Gironde d'abord, 42 000 hectares brûlés, plus de 200 000 personnes qui avaient été évacuées, des jours particulièrement angoissants. Hier, les habitants de plusieurs communes, dont le Porge et le Cap-Ferret, ont pu enfin regagner leur domicile. Regardez le reportage d'Alexandra Bischoff avec le récit de Mathilde Ibanez. Après une dizaine de jours loin de chez eux, les habitants de Lège-Cap-Ferret retrouvent enfin leur domicile. Un peu de respiration parce qu'on a été baladés d'hébergement à hébergement, voilà. Donc oui, du soulagement. Beaucoup d'émotions sur la route en arrivant, où on voit effectivement la forêt qui a brûlé, donc c'est très émouvant, on a eu envie de pleurer. Plus tôt dans la journée, c'est au Porge que les premiers habitants ont pu regagner leur maison, accueillis par le maire de la commune. Si vous avez besoin de matériel, de boissons, de vêtements, que sais-je. Lors de l'incendie, près de 20% des habitations du Porge ont été détruites. C'est le cas de celle de Marius qui découvre les dégâts avec émotion. Je suis rentré pour constater. Je pensais qu'il y aurait des choses à récupérer, des choses importantes qu'on avait laissées, mais malheureusement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tristesse, colère parfois. Pourquoi c'est arrivé pourquoi ce désastre? Pourquoi autant de maisons? Mais parmi les 3500 habitants, tous ne pourront pas regagner leur domicile. L'incendie a révélé la présence d'obus de la Seconde Guerre mondiale que des démineurs doivent extraire pour assurer le retour complet de la population en toute sécurité. Et direction le Cap-Ferret en direct. Bonjour Benoît Barterotte et merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre ce mardi matin. Habitant historique, j'ai envie de dire, du Cap-Ferret. Qui ne connaît pas Benoît Barterotte sur la presqu'île du Cap-Ferret, résident historique, propriétaire d'une grande propriété à la pointe de ce magnifique Cap-Ferret. Vous êtes un résistant, vous êtes pardon de le dire comme ça, vous êtes un indécrottable, monsieur Barterotte. Je crois que vous n'avez jamais quitté votre résidence, vous me le confirmez, alors que le Cap-Ferret s'est vidé évidemment de ses habitants au pire de cette période d'incendie. Oui, mais enfin, nous étions connus des pompiers, si vous voulez. J'avais déjà fait des réunions depuis le mois d'avril en disant qu'on allait vers une catastrophe, donc tout l'état-major des pompiers était venu chez moi. On en parlait, on ne faisait pas partie des inconscients. Donc les pompiers le savaient, on ne nous a pas demandé d'évacuer, on savait qu'on pouvait être utile. Vous avez pris des initiatives personnelles ces derniers mois, ces dernières années, avec notamment l'abattage de certains pins dans la pinède autour de vous, la construction d'un pare-feu, à titre individuel, je le rappelle, mais d'une certaine manière, l'histoire vous donne raison. C'est comme ça que vous analysez les semaines qui viennent de s'écouler ? C'est-à-dire qu'on n'avait pas tiré les leçons du grand incendie catastrophique de la Teste de 2022. Aucun pare-feu n'avait été fait comme il aurait dû être fait. Toutes les mesures de prévention avec les pompiers, etc., n'ont pas été faites. Vous voyez, il faut pouvoir attaquer le feu à peine il démarre. On vient de dire dans votre émission qu'il y a des gens qui allument le feu. Donc, on le sait. On le sait qu'il y a beaucoup de gens qui allument des feux, des jeunes, etc. Donc il faut être capable de les localiser très vite, et c'est facile avec les moyens modernes, et de les éteindre tout de suite, ce qui est facile avec les moyens modernes. Mais rien dans la prévention n'a été organisé. Les gens font confiance à la prévention des risques, aussi bien pour l'érosion que pour le reste, et nous on est placés pour savoir qu'elle est absolument illusoire. Elle est faite par des fonctionnaires qui sont absolument hors sol, qui n'ont aucune idée du terrain. C'est un peu ce qu'a expliqué le président de la DFCI, Bruno Lafont, maire de Biganos. C'est lui qui a dit devant le président, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de parler. Il faut commencer à agir un petit peu. Seulement, tous les gens qui sont là pour s'occuper de la prévention, c'est des gens qui sont hors sol, qui ne connaissent rien au terrain. C'est absolument invraisemblable, que ce soit dans le domaine de la prévention des risques du littoral ou dans la prévention des incendies. C'est pour ça que nous, on a agi en substitution de la carence
de la puissance publique en faisant ce pare-feu quand le feu dévalait sur la presqu'île. Et ce n'est pas les pompiers qui ont arrêté le feu, ils le savent très bien, on le sait très bien, c'est le vent. Tout d'un coup, le vendredi où ça dévalait sur la presqu'île, à 6 heures ou je ne sais plus quelle heure, 7 heures peut-être, il y a eu un orage sec, il y a eu 3 gouttes, mais tout d'un coup, le vent a tourné en amenant les flammes dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a été épargnés. Vous, ce que vous dites, c'est en fait le pouvoir politique est inconséquent. Ce que vous me dites, c'est que le pouvoir politique est inconséquent et que vous pointez finalement assez directement la responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé ces derniers jours ? Il y a une énorme responsabilité de ceux qui avaient la responsabilité de la prévention des risques. Énorme responsabilité, puisqu'ils n'ont rien fait pour prévenir les risques. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous les communiquer. On a des enregistrements qui ont été faits en 2024 ou à d'autres moments où on disait il n'est pas question de savoir si cet océan de pin va brûler. Mais quand ? Ce massif forestier extraordinaire va brûler. Mais quand ? On va vous le donner, ça. On le disait en 2024 parce que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour arrêter un incendie. Et au bout de 10 jours, on nous dira les pompiers ont bien travaillé, puis il ne restera plus le massif forestier. C'est juste les gens de la prévention qui n'ont rien fait de leur travail parce qu'ils sont dans la théorie, ils sont hors sol, ils n'ont aucune notion de la réalité. Vous pensez franchement qu'il y aura un avant et un après, que justement les pouvoirs publics que vous dénoncez, ceux qui voient ça de loin, sans connexion avec le terrain, vont prendre conscience de ce qui s'est passé et que demain sera un autre jour ? Non ? Non, ils sont nombreux et puissants et ils sont dans la position du chat qui pousse sur les pattes arrière dans le bac à sable pour cacher son pipi. C'est-à-dire aujourd'hui, ils nous combattent, nous qui avons bien fait. Ils nous combattent parce qu'ils sont jaloux de leur pouvoir alors qu'ils sont impuissants. C'est terrible, c'est terrible. Alors vous faites beaucoup réagir en plateau. Restez avec nous si vous le voulez bien, Benoît Barterotte, juste quelques instants, parce que on a Jean-Baptiste Kahn, pompier des Landes d'ailleurs en plateau, qui connaît bien le terrain aussi comme vous, qui réagit beaucoup à ce que vous me dites, Jean-Baptiste. Bon alors déjà, il y a plusieurs choses qui sont d'une extrême vérité dans le propos qu'on vient d'entendre, ne serait-ce que sur l'approche du bon sens. Il faut juste faire attention sur le fait que chercher un coupable, ça soulage, mais comprendre le système, ça protège. Quand j'entends effectivement que la partie prévention a été négligée, c'est un état de fait. On ne peut pas le nier et ce n'est pas moi, pompier, qui vais chercher à défendre coûte que coûte mon institution au risque de faire croire à la population que oui, on est au niveau. Clairement, on n'est pas au rendez-vous. Maintenant, on n'est pas les seuls. On est plusieurs à participer à la prévention. Il faut bien avoir en tête que si effectivement il y a des rétextes rigoureux qui sont parfois faits, il y a aussi des rétextes qui cherchent à protéger une organisation. Et un rétexte qui protège une organisation, ce n'est pas un rétexte qui protège ni les intervenants, ni les futures victimes potentielles. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'effectivement, quand on cherche à faire des documents qui sont de l'ordre de la complaisance ou qui ne vont mettre en avant que ce qui a bien fonctionné, c'est compliqué de progresser. Il faut avoir cette capacité à avoir un regard lucide et loyal vis-à-vis de tout le système, mais honnête. Moi, si je prends la parole aujourd'hui avec une cape, entre guillemets, de syndicaliste, c'est tout bonnement parce que je ne peux pas m'exprimer au titre de ma fonction de capitaine, officier qui prend part à des opérations de secours. Si je le fais en l'état, ma carrière, elle vole en éclats. Donc aujourd'hui, si je viens sur les plateaux, c'est effectivement pour corroborer tout ce qui peut être dit, tout ce bruit de fond, toute cette râle, toute cette colère que certaines personnes sont amenées à vivre, mais surtout pour bien faire la part des choses. Je ne suis pas là pour tirer sur la foule. Au contraire, je suis là pour expliquer. J'ai l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, en fait. J'entends Benoît Barterotte, je vous entends, et en même temps, cette fatalité pour l'un et pour l'autre de se dire, de toute façon, l'année prochaine, ce sera pareil, en fait. Exactement. Et ça, c'est terrible.